international, notre école, souvent, les jeunes vont en Allemagne, puis les Allemands viennent ici, puis ce soit... Pourquoi pas entre Montréal et Rimouski, entre le lac Saint-Jean et ce genre de visite mutuelle? Il y a une série de mesures qu'on pourrait prendre pour assurer ce genre de rencontre non conflictuelle, où on apprend à se connaître, où les stéréotypes et les préjugés tombent, justement parce qu'on est devant un être humain en chair et en eau, et puis lui, elle, est complètement différent de ce qu'on avait dans la tête, comme un danger public, etc., etc. Il faudrait multiplier, et puis je voudrais avoir une série de formules faciles à débiter, comme la formule de visite entre écoles rurales ou de région et métropolitaine, mais je crois qu'il faut constamment inventer de ces mesures pour pouvoir favoriser ce genre de contact qui va nous permettre de créer la volonté. Hein? Tout comme les petits-enfants ne voient pas à quoi ça rimait de discriminer ce genre-là. Tout comme des gens qui ont travaillé ensemble avec les musulmans, etc., les voient de façon très différente. On peut créer des digues, en quelque sorte, contre les vagues d'intolérance et même, franchement, la chasse au bouc émissaire qu'on vient de voir, je crois, grâce à M. Harper, qu'on vient de voir dans la campagne électorale qu'on vient de vivre. Oui. Et c'est comme quand il y a un feu de forêt, il y a des cassures où on essaie d'enlever tout le matériel qui permettrait à l'incendie de se répandre. Ben, chacun de nous, lorsque nous avons des contacts, des amitiés, des compréhensions mutuelles avec des gens d'autres cultures, nous constituons ces moments de fire break, de cassure, qui vont endiguer les mouvements souvent se répandant très rapidement de haine, de discrimination et de chasse au bouc émissaire. OK, c'est ce que je voulais dire sur les scénarios de l'interculturel. Merci, professeur Teller. Je vous avais accordé 5 minutes. Vous m'en restituez 3. Ah bon? Je vous cite comme modèle de respect du temps pour la suite de l'événement. Un véritable professeur, un pédagogue, voilà. Alors donc les bons élèves, on va les identifier tout à l'heure. Voici, si vous voulez bien, comment je pense qu'on va réagir. Peut-être Charles d'abord, 5 à 10 minutes. J'ai resté 15 minutes. Oui, c'est ça. En effet, on va essayer on va s'accommoder parce qu'il a terminé sur les accommodements, donc on va accommoder les bavards, voilà. Et après Charles, ce sera idéalement Jorge, et puis Daniel Gratton, et puis Bob White. Alors donc, vous êtes rendu compte que à l'occasion de cette table ronde, notre table n'est pas tout à fait ronde, mais c'est la parole qui va circuler rondement. Alors, Charles, on est à toi. 5 petites minutes. Merci. Je vais vous présenter quelques critiques de l'approche de Charles Taylor face aux questions interculturelles. Mais auparavant, je tiens à répéter encore une fois combien j'ai appris de lui. En effet, une grande partie de ma présente intervention est fondée sur certaines de ses propres idées, ou au moins sur mes interprétations idiosyncrasiques de celles-ci. Essentiellement, je m'oppose à l'idée même d'énoncer un cadre théorique des accommodements raisonnables pour répondre aux défis de l'interculturalité. Je vais offrir 3 critiques pour appuyer ma position. La première concerne la notion d'accommodement et les 2 autres concernent le terme raisonnable. Je crois qu'il y a des raisons non seulement philosophiques, mais aussi théologiques, capables
expliquer pourquoi Charles Taylor est tellement attiré par un tel cadre, mais je n'aurai pas le temps de les aborder ici, peut-être durant la discussion qui suivra. Pourtant, avant de commencer, je pense que je devrais au moins faire une déclaration pour révéler mes propres préjugés, pour ainsi dire, car je ne suis pas du tout neutre dans ce débat. En ce qui concerne l'idéologie politique, je suis un libéral. Et en ce qui concerne la religion, je suis juif. Le premier signifie bien sûr une affirmation forte du respect de l'individu. En rapport au deuxième, je dirais simplement que parce que le Messie pour nous n'est pas encore arrivé, il faut reconnaître que le monde est brisé et donc qu'il n'y a pas d'endroit pour une pensée morale ou politique qui est moniste, unifiée. Et maintenant, voici mes 3 critiques. D'abord sur les accommodements. Lorsque nous abordons l'enjeu de l'immigration en ayant en tête l'idée d'accommodement, nous nous représentons les immigrants et les immigrantes comme la source d'un danger potentiel, celui de compromettre nos valeurs. En effet, l'accommodement est le résultat de la négociation. Et lorsque nous négocions, de bonne foi au moins, nous sommes appelés à faire des concessions et ainsi à perdre quelque chose de nos valeurs. Or, les partisans d'un cadre théorique qui établit les limites des accommodements croient que celles-ci nous donnent la capacité de faire des accommodements sans ébranler nos valeurs, c'est-à-dire sans se salir les mains. Mais cette idée est fausse. Il y a une étrange page dans le livre écrit par Charles Taylor et Jocelyn McClure, Laïcité et liberté de conscience, où le pluraliste Isaiah Berlin est cité à côté du moniste politique John Rawls, comme si les deux s'accordaient sur la possibilité de fonder la justice politique sur un système unifié de principes. Une idée qu'un vrai pluraliste rejetterait par définition. Le problème, me semble-t-il, est que la conception de la diversité profonde formulée intérieurement par Taylor n'est tout simplement pas assez profonde. Cette conception accueille des parties d'un tout qui sont irréductibles et donc pas uniformes, mais elles sont toujours capables d'être liées ensemble dans une unité. Et cela est moniste, unifié. Pour surmonter le monisme, il faut reconnaître que parfois les valeurs ne sont pas simplement irréductibles, mais aussi incompatibles. Cette distinction se retrouve dans le plus récent livre de Charles Taylor, celui qu'il a écrit avec le philosophe pluraliste Hubert Dreyfus, Retrieving Realism. Comme on peut attendre d'un texte écrit conjointement par un moniste, ici j'entends parler de Charles, et un pluraliste, sa conclusion affirme une position qui est ni un ni l'autre, c'est-à-dire ni moniste ni pluraliste, et ni entre eux non plus, ce qui correspond à ma position, mais agnostique. Depuis des années, dans mes publications, je mets de l'avant un contraste entre l'accommodement comme but de la négociation, d'une part, et la réconciliation comme but de la conversation, d'autre part. Dans une conversation, les interlocuteurs ne cherchent pas à mettre de la pression sur les autres pour atteindre un accommodement équilibré. Au contraire, ils écoutent et essaient d'apprendre les uns des autres dans l'espoir de transformer leurs valeurs sans compromission. Le but est vraiment gagnant-gagnant pour tous les intéressés. Mais cela est possible seulement si on est ouverte au mystère d'autrui. Et cette ouverture n'est pas possible si on se sent menacé, si les pieds sont mis au mur, parce qu'on pense que le mieux qui puisse arriver, c'est un accommodement, un compromis. Donc la conversation est un mode de dialogue extrêmement fragile
Et voici pourquoi on ne peut pas le mélanger avec la négociation et les accommodements. C'est la reconnaissance ici que la politique, et pas seulement le langage, pour invoquer un autre texte récent de Charles Taylor, est mystérieuse. Par exemple, oserais-je dire que les musulmans québécois ont quelque chose à enseigner au reste de la population à propos de ce qui signifie s'habiller modestement, et non pas simplement l'inverse. Bien sûr, des préoccupations légitimes peuvent être soulevées à propos du hijab, sans parler du niqab et de la burqa. Mais en tant que père d'une jeune fille de 7 ans, je dois dire que je trouve déconcertante l'hypersexualisation croissante des filles dans notre société. Ainsi, en nous préoccupant seulement de savoir à quel degré les coiffures en question devraient être accommodées par nos institutions publiques, nous manquons une occasion d'ouvrir une discussion douloureusement nécessaire à propos de la modestie. Plutôt que de commencer par formuler la question en termes d'accommodement, nous devrions d'abord essayer d'apprendre les uns des autres. Les immigrants et les immigrantes apportent de nouvelles cultures, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. Elles ne sont pas toutes bonnes, bien sûr, mais nous ne le saurons jamais si nous ne demandons pas. Cependant, si vous lisez le rapport de Gérard Bouchard et Charles Taylor sur les accommodements raisonnables, vous verrez qu'eux-mêmes ne demandent jamais. Ma deuxième critique sur le raisonnable est la neutralité et les vêtements. Je suis très déçu par le fait que Charles Taylor a finalement adopté en grande partie le cadre rawlsien du libéralisme neutre pour traiter de la question de la religion dans la sphère publique. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi les raisons pour lesquelles il s'oppose à la neutralité quand il considère les besoins des communautés nationales, en particulier ceux de la nation franco-québécoise, ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit des communautés religieuses. Pourquoi séparer l'Église et l'État quand on n'a pas besoin de séparer la nation et l'État? Je ne vais certainement pas dire que nous ne devons aller à l'extrême opposé et avoir une Église établie, juste que nous ne devrions pas donner la décision à un cadre abstrait avant que nous avons eu l'occasion d'en discuter. Je ne suis pas un admirateur de l'État neutre, évidemment. Pour expliquer pourquoi, je vais aborder une seule question, celle des vêtements. Je crains que nous ayons raison de blâmer Bouchard et Charles Taylor cette fois pour avoir introduit la notion de régulation des vêtements. Dans le rapport, ils recommandent que le port des signes religieux soit interdit aux gardiens de prison, aux juges et aux policiers. Ils regardent aussi d'un bon œil la proposition du Bloc québécois suggérant que l'interdiction s'applique à tous ceux et celles qui incarnent l'État et sa neutralité. Plus récemment, bien sûr, le Parti québécois a choisi d'ouvrir encore plus cette porte avec l'introduction d'une charte des valeurs québécoises, une proposition de loi qui visait à inclure, entre autres, les travailleurs et travailleuses de garderie, les enseignants et enseignantes et les professeurs et professeurs d'université dans cette réglementation. Mais, ironiquement, rien de tout cela ne répond vraiment à la neutralité. Cela devient clair lorsqu'on considère la différence entre la neutralité de l'État face aux religions, d'une part, et la neutralité religieuse de l'État, d'autre part. Supposons que je me retrouve devant des personnes de différentes confessions religieuses qui portent divers symboles religieux. Je peux exprimer ma neutralité face à eux,
en portant l'ensemble de leurs signes religieux. Mais cela ne serait pas juste pour l'athée également présent. Toutefois, si je choisis de ne porter aucun signe, ma tenue est la même que celle de l'athée, ce qui n'est pas juste envers les religieux. Par conséquent, pour être neutre face aux religieux et face à ceux qui rejettent toute religion, donc pour affirmer ma neutralité religieuse, il me faudrait, semble-t-il, porter un uniforme. Et c'est pourquoi, si nous voulons affirmer la neutralité religieuse de l'État, toutes les personnes que nous considérons comme ses représentants devraient porter cet uniforme. Quel type d'uniforme? En 1920, en Arizona, un arbitre de football s'est fait prendre pour un joueur et a reçu une passe. Troublé par cette méprise, il s'est adressé au propriétaire d'une boutique d'articles de sport. « Pourriez-vous, implora-t-il, me confectionner un chandail qui me différencierait des autres joueurs? » C'est ainsi qu'est né le chandail rayé des arbitres. Alors, si vous croyez vraiment en la neutralité religieuse de l'État, il me semble que toute personne qui incarne la neutralité de l'État devrait porter ce chandail. Et voici, évidemment, une bonne raison pour rejeter la neutralité religieuse de l'État. Ma troisième critique porte sur le raisonnable et commence à responsable pour faciliter la démagogie populiste. Qu'est-ce qui aurait pu amener un si grand nombre de personnes à soutenir un projet de loi aussi intolérant comme la Charte, ou encore une politique de la division ciblant les musulmans comme celle des conservateurs dans la récente campagne électorale? Je crois qu'une partie du blâme devrait être attribuée, ironiquement, aux opposants rawlsiens à ce type de politique. Voici pourquoi. Il existe un réel malaise parmi les citoyens, un sentiment d'aliénation né de l'impression d'avoir perdu le contrôle sur la façon dont les décisions sont prises au pays. Au Québec, le modèle des accommodements raisonnables a contribué à ce sentiment. Et cela parce que le dernier mot, en ce qui a trait à son application, revient aux avocats, aux juges et aux bureaucrates. Donc, à des experts chargés de gérer la diversité en appliquant un test complexe, un processus analytique à multiples facettes et en 4 étapes, selon la description qu'en donne Noura Karizovan, une collègue de la faculté de droit. Karizovan ajoute, je cite, « Il est vrai que ce test est compliqué et peut se révéler difficile à appliquer, mais cela est vrai pour la plupart des cadres analytiques conçus par les tribunaux pour rendre le droit vivant, pour en permettre l'usage quotidien. » Fin de citation. Mais ces propos ne servent pas la défense de la position neutre. Au contraire, ils en illustrent le problème. Si des élites continuent d'envoyer le message que ceux qui n'acceptent pas ce qui est exigé selon le cadre des accommodements raisonnables ne sont pas raisonnables, ou pire, qu'ils sont racistes, et si ceci est fait dans une province où les citoyens sont très sensibles à l'importance d'être maîtres chez nous, alors on donne des idées aux politiciens comme Jean-François Lisée, le stratège démagogique derrière la Charte. Si vous êtes fatigué de vous faire dire comment vous devez accueillir les immigrants, son parti politique laissa-t-il entendre, votez pour nous et il n'y aura pas d'accommodement. Mais parfois, nous avons besoin d'accommodement. Pourtant, parfois, nous pouvons faire encore mieux. Merci.
Merci. Alors, très rapidement, mesdames et messieurs, vous êtes en train de vivre en direct l'expérience selon laquelle les enfants ne pensent qu'à tuer le père. Mais vous allez voir que le cadavre bouge encore, le cadavre du père. Alors, il n'y aura pas échange, il va réagir, puis les autres vont ramasser leur idée un peu plus, de manière un peu plus concise. Merci beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup la distinction entre négociation et conversation. Oui, je comprends très bien. Or, les accommodements raisonnables. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas avoir d'accommodement raisonnable? Il faudrait scraper la charte. La charte, d'ailleurs, ce n'est pas la charte québécoise, la charte canadienne, la charte de beaucoup de pays dans le monde actuel, interdit la discrimination sous un certain nombre de chefs, race, religion, etc. Et automatiquement, la charte étant là, il est possible de intenter une cause, une poursuite, si une loi est adoptée enfreignant ce principe. C'est ça qui nous met dans la situation de accommodement raisonnable. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est pas quelque chose que nous avons proposé. Non, non, non. C'est quelque chose qui existe déjà. Et pour l'enlever, il faudrait vraiment une révolution dans notre droit, comme il s'est développé. Mais, ok, on peut explorer cette possibilité, mais je voudrais continuer pour le moment sur notre voie. Mais ce n'est pas vrai que les accommodements raisonnables se situent dans le domaine de la négociation. Et ils se situent au-delà et en deçà. D'abord, devant les tribunaux, il n'y a pas de négociation. Il y a le juge ou la plaidoirie, mais les 9 juges, ce n'est pas une négociation, c'est une plaidoirie, on essaie de convaincre le juge, on statue pour celui-ci, pour celui-là. Alors, c'est vraiment pas même une négociation. À l'autre extrême, les scénarios que je vous ai présentés tout à l'heure, les gens qui arrivent, qui disent ça ne va pas, je voudrais un certain accommodement, il y a souvent des échanges véritablement qui ressemblent à des conversations, mais qu'est-ce que c'est votre problème exactement? Ben, peut-être qu'on pourra faciliter ça en faisant ceci ou cela, non, ça ne va pas. Alors, il y a vraiment une recherche ensemble, et ça c'est les deux extrêmes. Oui, entre les deux, il peut y avoir des négociations, mais ce n'est pas nécessairement une négociation. Ça peut être beaucoup pire, ou ça peut être beaucoup meilleur. Okay. Le mot raisonnable, non, il faut comprendre ce que raisonnable fait là-dedans. Les accommodements d'après notre loi, il faut, ça a été expliqué finalement par une loi de l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris. Et ça faisait partie de la charte péquiste, parce qu'il y avait seulement 5e partie à laquelle on objectait. Si il y a, disons, apparence de discrimination, la personne peut poser une demande. Et on devrait savoir, est-ce que c'est vraiment désavantagé, donc créer deux espèces citoyennes. Ensuite, on voit ce que ça coûterait d'accommoder cette demande, de dire oui à cette demande. Non pas seulement en termes d'argent et de coûts, etc., mais aussi en termes de possibilité de léser les droits d'autres, etc. Et puis on fait une espèce de estimer ce qui est moins attentatoire à tous les droits en cause. Alors, raisonnable s'applique à décision qui raisonnablement balance les deux. C'est pas que vous n'êtes pas raisonnable si vous n'acceptez pas. Non, ça n'a rien à faire avec ça. C'est que les accommodements ne se font pas uniquement sur la demande de la personne. Il faut les voir. Vous voyez, alors, il faudrait démystifier ces termes. Elles ont été utilisées de façon légèrement démagogique dans la discussion, mais il faudrait voir qu'il ne s'agit pas de ça. Ok, alors, abordons la question vraiment de fond.
est-ce qu'on devrait explorer la possibilité d'un pays sans charte de droit? Peut-être. Mais notre droit est formé dans la direction des lois depuis tellement longtemps que même si on retourne au droit commun, ce rapport de Charles, etc., il y aura possibilité de faire des causes contre des discriminations arbitraires. Par exemple, bien avant la charte canadienne, la charte québécoise, Frank Scott pris la décision de Maurice Duplessis de nier le permis de vendre liqueur à un restaurateur qui était témoin de Jéhovah, et c'était considéré comme un acte absolument arbitraire, et donc c'était la Cour suprême a dit que c'était invalide. Alors, il fallait faire plus que ça pour éviter, plus que scraper la charte. Il faudrait nier notre tradition de droit. Et quelle serait notre conception de la démocratie?